Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous. Nombreux sont les grands acteurs de la sécurité à venir se confier sur le divan de Parcours. Beaucoup sont issus de la police, de la gendarmerie ou encore de l'armée. Mais le poste de directeur sécurité n'est pas réservé qu'aux experts du public. On peut aussi réussir quand on vient du privé. C'est le cas aujourd'hui avec le directeur technique sécurité sûreté de chez Monoprix. Bonjour Aymar Leroux. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Question traditionnelle pour savoir un petit peu d'où viennent mes invités. Justement, vous êtes originaire d'où ? De Paris. J'ai vécu toute mon enfance à Paris. Ouais. J'ai commencé à voyager sur mes études supérieures, mais au départ, c'est Paris, avec une caractéristique, toutes mes vacances au Pays Basque, de façon inconditionnelle, depuis tout le temps. Ça, c'est votre passion, on en reparlera tout à l'heure. Petit, vous vouliez être astronaute, pompier, pilote de chasse Vétérinaire ou chef d'orchestre. Ok. Bon, ben voilà. Deux univers très différents. Les aléas du direct et de la vie. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Alors, l'un était dans le négoce de vin et l'autre dans la vente de jouets. Ok. Donc... Le fameux kiki, pour ceux qui ont connu le kiki. Ah oui, bien sûr, voilà. le kiki de tous les kikis. Exactement. Avec le petit pouce dans la bouche. Deux univers qui vous tentaient pas plus que ça, en grandissant, le négoce de vin peut-être, non ? Alors, j'ai pris d'autres avantages du négoce de vin que le négoce en lui-même. Non, oui. Si le commerce, sans doute, puisque ça a été mes premiers amours professionnels. D'accord. Alors, c'est ce qui fait que, finalement, pourquoi vous laissez tomber veto ou chef d'orchestre ? Parce que, au final, bon, chef d'orchestre, je n'avais aucun talent pour la musique. Okay, et je n'étais pas dans un milieu mélomane, donc ça n'a pas forcément, j'ai pas développé forcément tout ce qu'il fallait pour progresser là-dedans. Qu'est-ce qui vous avait éveillé cette idée éventuellement d'être chef d'orchestre ? C'était Louis de Funès dans La Grande Vadrouille ou... Pas tout à fait, c'était plus l'amour de la musique, classique. Oui, le côté grandiose de ce que peut être une symphonie ou quelque chose comme ça. C'est sans doute ça qui m'attirait. Et puis, alors, vétérinaire, c'est simplement l'amour des animaux, donc ça, c'était très clair. Il se trouve qu'après, mon parcours scolaire m'a plutôt dirigé vers d'autres. D'accord, parce qu'effectivement, d'autres chemins. Ce sont des études extrêmement difficiles, les études vétérinaires. C'est un peu long, voilà. Ça ne correspondait pas à ça à ce moment-là. Alors, finalement, quelles étaient vos ambitions quand vous avez décidé de faire, au début des années 90, l'école Neoma, qui est une école de commerce et management avec une spécialisation marketing ? Là, vous avez une petite idée en tête ? Alors oui, de toute manière, forcément, la profession maternelle autour du commerce m'a forcément amené dans cette direction-là, c'est certain, parce que je la voyais travailler, je trouvais ça sympa, je vais même aider de temps en temps. Donc voilà, et donc après, de fil en aiguille, faire une école de commerce devenait assez naturel, plutôt dans le marketing, parce que c'était ce qui m'attirait, c'était peut-être mon côté... créatif, entre guillemets, qui m'attirait vers là. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que naturellement, et puis j'avais fait 2-3 ans de faculté sur quelque chose d'assez théorique, avec une approche assez théorique de ce qu'était l'économie. Et donc je voulais basculer sur le côté pratique opérationnel, et une école de commerce là-dessus est quand même nettement supérieure. C'est combien d'années d'études, cette école ? C'est 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc, en théorie, le parcours classique, c'est 2 ans de prépa. Et puis après 3 ans, le cursus de 3 ans au programme Grande École. Et puis bon, là, il se trouve que moi, je suis passé par la voie parallèle en faisant 3 ans en fac auparavant. Et puis, c'est la grande aventure du froid qui commence. Vous rejoignez une enseigne qu'on connaît tous, celle qui nous dépanne si souvent quand on n'a pas le temps de cuisiner. C'est Picard. On rappelle quand même plus de 1000 magasins en France, 4e marque préférée des Français en 2024. C'est par un stage que vous débutez ou tout de suite en premier job ? Alors, en fait, c'est parce que j'avais fait mon stage de 3e année chez Picard-sur-Gelée que, assez naturellement, au sortir de l'école, je postule chez Picard. Naturellement pour aller au marketing, là où j'avais fait mon stage, et on me dit gentiment, tu vas faire du commerce, puisque la vérité, elle est là. Et c'est comme ça que je rentre dans la distribution et sur la gestion de réseau, et je vais faire ça pendant 12 ans. Et c'est dans beaucoup d'enseignes comme ça, où on démarre par le terrain aussi, quand même, non ? Au fait, la vérité, elle est là. Ce ne sont pas des métiers très compliqués, et si on veut, à un moment donné, comprendre ce qui se passe, vu que ce n'est pas très compliqué, il faut quand même s'immerger là-dedans, et c'est comme ça que j'ai fait mon chemin chez Picard, pendant 22 ans. Donc, plutôt que le marketing, vous êtes responsable de magasin
à Paris. Ça consistait en quoi, ce premier job? C'est très, très opérationnel, hein. C'est-à-dire que c'était faire en sorte que le chiffre d'affaires soit atteint, que les indicateurs de rentabilité soient atteints. Et c'était surtout une première expérience de management avec une équipe. Puisque combien de personnes? Au départ, j'avais 5 personnes. Ok. Donc voilà, un magasin dans le 17e, à côté de la FNAC. Ouais. Et donc voilà, première expérience. Et puis Ça vous a plu? Oh, c'était passionnant. C'est vrai? Bien sûr que c'est passionnant. Il y a le contact aussi avec le client quand même, j'imagine. C'est passionnant parce que j'avais envie de faire ça. Quand je dis que je voulais faire du commerce, c'était même, j'avais une âme de commerçant. J'ai sûrement une âme de commerçant. D'ailleurs, plus de commerçant que de commercial au départ, très clairement. Et c'est comme ça que voilà, les choses vont se faire petit à petit. Et puis, bon, classique dans la distribution, après, de fil en aiguille, on est face à des équipes de plus en plus importantes, des challenges de plus en plus importants, etc. Mais dans ce premier job, quels sont finalement les piliers, les fondamentaux que vous avez appris? Alors, d'abord le management, parce que quand vous sortez de l'école, et vous vous retrouvez avec une équipe de 5 personnes à gérer. On est dans le vif du sujet, là. Ouais. Là, on est dans le dur. Donc ça, c'est certain. Et puis après, c'est effectivement découvrir que le métier tient à peu de choses. En fait, ce ne sont pas des choses très compliquées. C'est la somme des choses, au final, qui fait que votre magasin, vous allez faire votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas le faire. C'est les quelques pourcentages, les 2-3% que vous allez faire en plus, qui au final vont faire votre marge. Et au fait, c'est ce combat du quotidien pour les petites choses qui au final, voilà. Après, il y a aussi le plaisir d'être en magasin, le plaisir d'être en contact avec ses clients. Si vous n'avez pas ce plaisir-là, les clients le sentent et vous n'êtes qu'un employé. Si vous êtes le patron du magasin, si vous avez plaisir à rencontrer ces gens-là, à les aider au quotidien, ça fait toute la différence. Je vous dis, ça fait les 3-4% qui font qu'au final, votre magasin, il est plus rentable que les autres. En plus, c'est une enseigne où les clients sont plutôt heureux de venir. Il y a des enseignes où on vient par obligation, etc. Là, c'est une enseigne plaisir quand même. On est d'accord. Effectivement, il y a ce côté plaisir quotidien. Alors, quotidien ou pas, parce qu'il y en a qui venaient rarement. Mais voilà, c'est quelques anecdotes sympas sur des clients sympas. Voilà. Par exemple? Des clients qui vous font des cadeaux à Noël, vous y attendez absolument pas. Oui, des clients de toute nature, de toutes sortes. J'avais un client qui venait avec sa liste de courses et il me disait, si je ramène pas exactement ce qu'il y a sur la liste, je vais me faire engueuler, aidez-moi. Aidez-moi. Voilà, bon, assez classique, mais voilà, sympa. Plutôt sympa, oui. Voilà. En 94, toujours chez Picard, vous êtes animateur commercial. Alors là, moi, on s'est parlé au téléphone parce que je pensais que vous alliez dans les magasins avec un micro pour dire, tiens, c'est la semaine italienne, pizza, moins 30%. Pas du tout, c'est pas ça, animateur commercial. De quoi il s'agit? Au fait, c'est simplement être en charge d'une dizaine de magasins, mais vraiment sur la dimension commerciale du magasin, c'est-à-dire pas sur la dimension gestion. On est sur de l'expérience client, là? Oui, vraiment, uniquement. C'est-à-dire que votre magasin, il soit rempli, que votre magasin, il soit propre, que le merchandising soit calé, que les équipes soient souriantes et qu'elles aient aussi plaisir à ça. Donc, il y avait notamment dans le recrutement, bien sûr, un filtre très important sur l'appétence qu'ont les collaborateurs et le plaisir qu'ils ont à être en contact avec les clients. Ça, c'est vraiment... à conseiller, trouver les bons produits. C'est vraiment des métiers qui ne sont pas compliqués, mais si vous n'avez pas cette appétence-là, faut mieux faire autre chose. D'ailleurs, je me demandais le cheminement dans ces magasins Picard. Il est le même dans tous les magasins? Globalement, oui. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de magasins Picard implantés en centre-ville, donc on s'adapte à la forme des coques, à la forme des magasins. Oui. Mais globalement, oui. À chaque fois, le cheminement est identique. Alors là, on est en 94, vous faites ce job d'animateur commercial jusqu'en 97. Qu'est-ce que vous constatez à cette époque-là qu'il faut améliorer, modifier, changer? Alors, modifier, changer, au fait, l'enjeu principal de Picard, quand je suis rentré, il y avait 200 magasins. Ouais. Il y a un moment donné, donc on a fini, quand je suis parti, il y avait 1000 magasins. On sent bien que les organisations bougent. Et tout l'enjeu de il faut que chacun ait l'amour du client, etc. C'est facile à jouer quand il y a 200 magasins. Quand il y en a 1000, c'est plus tout à fait la même chose. Et donc, cette capacité qu'on a à conserver les fondamentaux, bien connaître les fondamentaux et faire en sorte que ces fondamentaux, dans le temps et dans l'évolution des gouvernances, se perdurent. Et ça, c'est l'enjeu principal d'une entreprise en croissance. Oui, bien sûr. Et vous commencez à voyager donc, à cette période-là? Vous allez un petit peu en région, j'imagine? Exactement. Donc, dans le processus, après une dizaine de magasins, je deviens directeur régional dans l'ouest de la France et puis après du côté de Nice aussi. C'est là où vous partez dans les Alpes-Maritimes. On est en 98 jusqu'en 2001. C'était un souhait de votre côté de changer de banquise?
Alors, oui, la réponse est oui, parce que de toute manière, c'est à chaque fois des étapes. Les parcours dans la distribution sont assez bien faits, et à chaque fois, vous êtes confronté à des équipes un peu plus nombreuses, un peu plus complexes. J'ai notamment découvert tout le milieu syndical en allant dans le sud-est, ce qui n'était pas le cas dans les autres régions. Et puis voilà, avec des problématiques parfois différentes. C'était par exemple une région beaucoup plus mature, le sud-est était beaucoup plus mature, donc il y avait des enjeux de gestion et de rentabilité plus importants. L'Ouest, c'était juste une zone de défrichage où on ouvrait un magasin tous les 15 jours. Donc les enjeux étaient complètement différents. Donc à chaque fois, il y a des nouvelles étapes. Et c'est ça aussi qui est enrichissant parce que 22 ans, on peut dire c'est long. Au fait, c'est très court quand on découvre toutes ces étapes et que petit à petit, on grandit. C'est aussi ça qui fait la richesse des métiers de la distribution. Vous couvrez un grand périmètre, là, justement, dans cette région des Alpes-Maritimes? Alors, ce n'est pas là où j'ai couvert le plus gros périmètre, puisque là, j'allais grosso modo de Marseille à Nice. En revanche, dans l'Ouest, oui, là, j'ai couvert des très, très grandes distances, parce que j'allais du Havre à c'est juste après. À La Roche-sur-Yon. Pour le moment, là, c'est en grosso modo 35 magasins environ voilà. Qui sont répartis dans cette région. Quelles sont vos autres missions à cette époque-là? Alors, après... c'est principalement de l'animation de réseau. Donc, il y a bien sûr le commerce, il y a toute la partie gestion, il y a toute la partie management. Oui. Bien sûr, l'enjeu, c'est surtout le management, puisque de toute manière, c'est du management à distance. Vous n'êtes pas dans tous les magasins simultanément. Donc, c'est votre capacité à faire les messages, à faire passer les messages, votre capacité à analyser les situations à distance. Ça, on verra que c'est aussi utile encore aujourd'hui. Et puis, de sentir les choses à travers un téléphone. C'est-à-dire que parfois, voilà, vous êtes au téléphone, à l'époque, il n'y avait pas les Teams, il n'y avait pas tout ça, il n'y a pas l'image. Il faut être capable de déceler un certain nombre de choses au téléphone. Et ça, à nouveau, lorsque vous prenez en charge des situations complexes au téléphone ou encore aujourd'hui, toute cette expérience-là qui tient au feeling, qui tient à la compréhension, à l'oreille qu'on peut avoir, ça s'acquiert à ce moment-là. Est-ce que vous mettez en place justement des formations aussi, peut-être, pour les coéquipiers? Alors, évidemment, j'avais dit que l'évolution de la gouvernance, la croissance de l'entreprise était un enjeu important. Ça passe bien sûr par le management du directeur régional, mais bien sûr par la formation des collaborateurs, à tout ce qui est technique, etc., à la technique de vente, pour faire court, à la technique de gestion du magasin. Bien évidemment, il y avait un service formation extrêmement solide pour accompagner la croissance de l'entreprise. Déjà des notions sur la sécurité à ce moment-là, par rapport au magasin? Vous touchez un petit peu à ça? Alors oui et non. Alors la réponse est oui, parce qu'au fait, ce sont des commerces de proximité où il y avait parfois quand même des agressions très significatives, liées au fait qu'il y avait des fonds, pas beaucoup de fonds, mais les fonds étaient quand même présents en magasin. Et donc effectivement, il y avait quand même des vols à main armée ou des vols avec violence, requalifiés souvent en vol avec violence, qui pouvaient se produire, tout à fait. Ouais. Donc là, déjà là, j'acquiers cette proximité par rapport à ces événements-là, tout en étant directeur commercial, mais sans doute qu'il a été détecté à ce moment-là que j'avais une certaine facilité à gérer ces situations-là, ou en tout cas un certain recul. Je ne sais pas, une facilité peut-être pas, mais un certain recul qui fait que j'étais capable de mettre l'émotionnel de côté et de voir le côté technique tout en étant en proximité avec les équipes. Me vient une question, est-ce qu'on vend plus de produits surgelés dans les régions chaudes de France que dans les régions froides? Alors, la réponse est autant qu'à Paris, le classique du développement de cette enseigne, ça a été d'abord Paris, et après ils ont suivi les Parisiens dans leur transhumance et leur retraite en allant s'installer dans le sud-est. C'est-à-dire que les Parisiens sont partis dans le sud-est à la retraite, et naturellement, ils ont créé des magasins là-bas. C'était la deuxième plus grosse région, effectivement. Le fait qu'il fasse chaud n'impacte pas franchement sur la partie glace, sûrement, oui, sûrement. Ça, mais pas plus. Alors justement, vous parliez de la région Grand Ouest. C'est en 2002 que vous devenez responsable des ventes Ouest. Et là, vous couvrez combien de régions en tout? 5 régions, à peu près. Donc, à peu près 150 magasins, à peu près. Et donc, sur toute la façade atlantique. Alors, donc là, je vais du nord de l'île jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Donc là, c'est le même métier que précédemment, mais sur une beaucoup plus grande surface. Exactement, donc avec des problématiques beaucoup plus larges, une implication plus importante dans le déploiement de la stratégie de l'entreprise, une proximité avec le siège beaucoup plus importante, évidemment, puisque là je gérais 5 régions, 5 directeurs régionaux, et donc aussi en nombre de collaborateurs, quelque chose d'assez significatif, 450 collaborateurs à gérer à travers mes 5 directeurs régionaux. Et alors, en 2006, chez Picard, vous changez de rayon, c'est le cas de le dire, puisque vous devenez directeur technique sécurité et sûreté. C'est
Est-ce que ça peut surprendre? C'est logique que ça surprenne ou pas? Alors oui, ça peut surprendre notamment ceux qui sont classiquement issus dans ce métier-là des institutions. Mais au fait, c'était à ce moment-là ce dont avait besoin l'entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un directeur sûreté qui était déjà issu du terrain, un ancien de l'enseigne Carrefour, qui a fait un très joli travail puisque c'était le premier directeur sûreté. Il se trouve que pour des raisons XY, il est parti sur d'autres activités. Et donc là, ça devenait nécessaire effectivement de le remplacer. Et l'entreprise a pensé plus utile de prendre quelqu'un qui connaissait le terrain, qui connaissait les problématiques terrain et qui connaissait aussi les difficultés que pouvaient rencontrer les collaborateurs en matière de sûreté. Ils pensaient que c'était plus intelligent de prendre quelqu'un de l'interne et de le faire grandir. Donc ils ont aimé sans doute le fait que je connaisse, parce que j'avais déjà 12 ans d'expérience, hein, donc forcément je connaissais bien l'entreprise, je connaissais bien le siège aussi. Donc ça, c'était important d'avoir cette double vision. Et puis après, naturellement, il fallait que j'acquière un certain nombre de compétences sur la partie de la technicité de la sûreté. Et c'est là où je vais faire un certain nombre de formations. Alors, entre plus en détail, justement, parce que là, vous découvrez pas mal de choses quand même. Alors oui, je découvre énormément de choses. Bon, déjà, je reprends un service avec des collaborateurs avec qui je partage beaucoup d'expérience. Ça, c'est la première chose. Ouais. Bien sûr, les associations interprofessionnelles, bon, l'Agora, bien sûr, à l'époque, où je rencontre pas mal de gens. Périfem pour la distribution, où à nouveau, je découvre pas mal d'acteurs. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais commencer à me former. Sur différents sujets, en échangeant. J'ai rencontré des directeurs qui m'ont accompagné, absolument adorables, qui m'ont accompagné sur plein de sujets. Et puis, à un moment donné, vient la nécessité de prendre une formation encore plus significative. C'est là où je vais faire l'INSJ pour acquérir encore plus de bagages, on va dire. Et élargir aussi le réseau? Le réseau, exactement. Le réseau. Alors, qu'est-ce que vous y apprenez plus concrètement? À l'INSJ? Ouais. Alors, à l'INSJ, ce qui sort, la première chose qui est marquant, c'est la diversité, c'est la richesse du réseau qui est là. C'est-à-dire que non seulement il y a des institutions, policiers, gendarmes, il y a toute la partie justice qui est là, mais dans toute sa diversité, des avocats, des procureurs, des juges d'instruction. Donc il y a toute cette diversité-là. Il y a des journalistes qui sont présents aussi. Et puis il y a bien sûr la diversité du privé. Mais j'avais déjà touché cette diversité du privé par l'Agora. Donc ça, je l'avais déjà. Mais c'est surtout cette diversité-là. Après, c'est la diversité des sujets qui est vraiment passionnante. Beaucoup d'intervenants prestigieux, parfois un peu coincés dans leur fonction, notamment lorsque vous avez des préfets, etc. Vous sentez que la parole n'est pas complètement libre. Non. C'est assez formaté même, on va le dire. Mais il n'empêche que c'était quand même extrêmement enrichissant. Et puis, un certain nombre d'interlocuteurs absolument sidérants, fabuleux. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Par exemple? Alors, il y en a deux, et il se trouve que c'est sur la même session, c'était une session sur le terrorisme. Il y avait Antoine Sfer des Cahiers de l'Orient, absolument sidérant. C'était sur la suite du printemps arabe. C'était, même d'un point de vue émotionnel, quand il vous raconte ce qu'il a vécu dans les prisons syriennes, et qui raconte avec son expérience difficile dans les prisons, cette vision très haute de ce qu'est le Proche-Orient, c'est vraiment sidérant. Et le deuxième, il se trouve que c'était la même demi-journée, donc elle était vraiment riche, c'était Marc Trévidic, le juge antiterroriste. Et là, à nouveau, il y avait alors lui, je m'attendais un peu à une parole bloquée, entre guillemets, et au contraire, il était très, très libre de parole, et c'était très surprenant et très enrichissant, évidemment. Donc non, vraiment très, très bien. Alors après, il faut combiner ça avec son métier qui continue malgré tout. Donc c'est aussi très enrichissant sur la technique de travail. Mais ça, c'est autre chose. Il faut savoir mieux s'organiser, là, tout d'un coup. Oui, c'est un peu nécessaire. Oui. Alors, à partir de 2006, justement, qu'est-ce que, en tant que directeur technique sécurité chez Picard, qu'est-ce que vous mettez au point? Qu'est-ce que vous développez qui n'existait pas, qu'on peut-être retrouve aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est une petite unité, hein, ce qui était intéressant, c'est qu'au fait, on traitait toute la chaîne sûreté, aussi bien de la partie prévention, donc la formation des équipes. On intervenait dans chaque formation d'équipe sur la partie sûreté. On intervenait après sur toute la partie prévention par la technologie, évidemment, donc tout ce qui est antenne anti-vol, vidéosurveillance, etc. On avait toute la partie incidents et gestion des incidents, donc on avait quand même des incidents relativement significatifs. Par exemple? Le grand classique, malheureusement, c'était les vols à main armée, mais j'ai eu à gérer le Bataclan,
Je peux dire que le vendredi soir à 10h30, quoi, à 22h30. C'est-à-dire, vous avez eu à gérer le Bataclan? Quand vous savez que vous êtes devant votre télévision et qu'à 22h30, on vous dit il se passe quelque chose, Aymar, à la télévision, tu peux regarder, vous savez que le samedi, vers 5h du matin, ça va commencer à sonner. Et effectivement, à 5h du matin, ça ne loupe pas. Aymar, on y va pas. J'avais sur la zone Bataclan plus de 11 magasins quand même. Ça, c'est la difficulté de Picard-sur-Gelée, c'est que quand il se passe quelque chose à Paris, vous êtes forcément dedans. Donc on avait 11 magasins sur la zone, on y va pas, avec le chaos, ce que j'appelle le chaos, c'est-à-dire l'absence d'information. Vous appelez qui vous voulez, voilà, ça marche pas. Donc il faut aussi expliquer à son COMEX à ce moment-là que, bah oui, mais c'est normal, cette phase de chaos, elle est normale, il faut l'accepter et il faut se préparer parce qu'à un moment donné, on va commencer à avoir de l'information, plus ou moins pertinente, mais on va commencer à l'avoir. Et c'est là où il faut à la fois être dirigé vers l'extérieur pour essayer d'avoir de l'information, de vérifier cette information, et être vers l'intérieur pour commencer à mettre en place la cellule de crise. Parce que c'est assez révélateur, ces situations un peu difficiles, les gens, parfois même avec des hautes fonctions, peuvent développer plutôt des émotions qu'une réelle réactivité opérationnelle. Et donc c'est à vous, à ce moment-là, de donner cette base-là, cette ligne-là, basée sur simplement l'analytique. Donc être capable à un moment donné de rester analytique dans cette situation de chaos, ça c'est un grand moment de plaisir. Professionnellement, c'est extrêmement riche parce que vous vous dites au fait là, à ce moment-là, et quand vous vous rendez compte que vous arrivez à faire passer ce message et que les gens arrivent à vous suivre sur le côté analytique, ce côté froid, qui est absolument indispensable dans ces moments-là, ça c'est vraiment un grand moment, un grand plaisir. Alors, je ne dis pas que le Bataclan en soi soit un plaisir, évidemment, mais être capable, dans ces moments on en retire de une chaos, satisfaction, c'est de maîtriser, de donner la direction. garder une maîtrise de l'événement et de ses émotions. Maîtrise relative, hein, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on sent qu'on construit quelque chose et que ce n'est pas l'événement qui vous déborde. Ça date de ce moment-là, la mise en place du process attentat chez vous? Alors oui, effectivement, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on se rend compte, bon, bien sûr, après chaque incident de ce type-là, il y a bien sûr des retours d'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on se rend compte de là où on a été bon, là où on n'a pas été bon. Juste une anecdote, hein, j'ai dit qu'il y avait 11 magasins. En fait, il y avait bien 11 magasins, mais on n'en a géré que 10. Parce que? Parce qu'il y en a un qu'on n'a pas vu dans la zone. Ah, ça c'est Rick. Alors, il était assez éloigné. Mais il se trouve qu'on a pris des magasins qui étaient à peu près à 1 km du Bataclan. Il y en a un qui était à 700 mètres qu'on n'a pas pris. Alors c'est vrai que l'architecture parisienne faisait que c'était pas on n'y pensait pas naturellement, mais ce que je veux dire, c'est typiquement la cartographie, non pas qu'on connaît, qu'on a dans la tête, là, etc., mais une vraie cartographie à partir d'un logiciel est absolument indispensable pour justement avoir cette capacité à analyser. Bon, c'était juste un élément, mais c'est vrai que c'est là aussi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais on parlait pas mal du risque NRBC à l'époque, donc les bombes sales pour faire court. Moi, n'étant issu absolument pas de ce milieu-là, il a bien fallu que j'apprenne 2-3 choses. Et donc, c'est là où, à nouveau, j'ai fait un certain nombre de formations sur ce genre de risque. Donc, tous ces processus-là, effectivement, on les a mis en place sur la base de Retex, tout simplement. Vous parliez de vol à main armée tout à l'heure. En 10 ans, à coût constant, vous les avez réduits de 50%. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, c'est d'abord, effectivement, c'est tout le processus, la maîtrise complète du processus. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas fini tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'ai parlé du côté préventif, effectivement, la gestion de l'incident, et après, il y a le post-incident. Et dans ce post-incident, c'est aussi important que tout le reste. C'est quoi le post-incident? C'est la capacité à déposer plainte, la capacité à suivre en justice, la capacité à ne rien lâcher en justice, et la capacité, lorsqu'on est partie civile et qu'on obtient des sommes, à récupérer les sommes. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'aux huissiers de justice, de façon à ce que... Alors, dans toutes les thématiques, hein, ce n'est pas que le vol à main armée, mais quand vous avez un vol très important et que la personne en face constate que vous allez jusqu'à récupérer les sommes et à faire venir des huissiers pour récupérer les sommes, sachant qu'il n'y a absolument pas d'émotionnel là-dessus, hein, c'est purement technique. Après, ça se sait. Dans certains milieux, ça se sait que, effectivement, chez Picard, non seulement on est condamné, mais en plus, il faut payer. Le bouche à oreille fonctionne, il y a un impact. En fait, il y a un moment donné où, à force d'avoir cette orthodoxie, je dirais, ça finit par payer. Le fait qu'on se déplaçait toujours dans les tribunaux, alors parfois les comparaisons immédiates étaient un peu compliquées, hein, mais on se déplaçait dans tous les tribunaux de France à être présent à côté de nos avocats
pour bien montrer la détresse que ça pouvait créer lorsque c'était des collaborateurs ou l'impact que ça pouvait avoir d'un point de vue financier pour l'entreprise. Parfois, il y avait des détournements de fonds, des choses comme ça. Typiquement, les détournements de fonds, lorsque un collaborateur détournait des fonds et qu'après, vous exigiez le remboursement des fonds une fois la condamnation annoncée, je peux vous dire que toute l'entreprise savait que le collaborateur, il était en train de rembourser. C'est assez pacifiant. C'est clair. J'imagine que les vols à main armée, c'est pour la caisse, c'est pas pour les steaks de thon. C'est plutôt pour la caisse. C'est plutôt. Les butins étaient vraiment minimes à l'époque, mais voilà. C'est souvent pour pas grand-chose. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez fait 23 ans chez Picard que vous quittez le groupe avec peut-être des envies d'autres horizons, d'autres challenges? Alors oui, il se trouve que j'avais une double fonction chez Picard. J'avais aussi une partie technique, j'avais toute la partie technique. Et voilà, à un moment donné, j'ai eu envie de quitter cette grosse organisation et de tomber sur des organisations plus petites, où j'ai rejoint une entreprise, un bureau d'études. C'est ça, Normal. Voilà, exactement. J'étais donc directeur commercial, donc une petite entité. Du conseil en normes, hein, c'est ça? Voilà, c'était de l'accompagnement, principalement de la distribution, sur toutes les normes bâtimentaires et de la mise en œuvre de ces normes bâtimentaires dans les magasins, dans le retail. Et donc voilà, je vais faire ça pendant 3 ans. Et puis... En 2019, voilà, vous retrouvez l'univers de la sécurité. Exactement, et du retail en tant que donneur d'ordre, puisque je rejoins Monoprix. Exactement, directeur technique sécurité sûreté. C'est beaucoup de marques, hein, Monoprix. Alors, Monoprix, bien sûr, Monop, Daily Monop, Monop Station, Monoprix, Maison et Monop Beauty. Enfin bref, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, moi. Donc, c'est un spectre très, très large, hein. Et pour tous ces univers-là, toutes ces marques, toutes ces enseignes liées à Monoprix, vous avez 3 grandes missions, finalement. La première, c'est du management des organisations pour les 350 magasins, si on peut en parler un petit peu. Alors, effectivement, lorsque vous êtes face à cette diversité d'enseignes, vous devez vous adapter à chaque enseigne. Puisque, effectivement, on va d'un magasin à 3-4 personnes, un peu façon format Picard, jusqu'à des entités qui font 150 personnes. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont toutes en cœur de ville. Mais c'est vrai que, typiquement, quand vous avez un magasin où vous ne vendez pas d'alcool, comme un Monop Beauty, ce n'est pas la même problématique que lorsque, effectivement, vous vous mettez à vendre de l'alcool. Effectivement, dès que vous vendez de l'alcool, c'est un déclencheur de difficultés. Parce que, effectivement, l'alcool est premièrement une cible pour un certain nombre de personnes, parce que ça se revend relativement bien, bien sûr. Et puis, deuxièmement, pour beaucoup de SDF, c'est aussi un élément important. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir gérer aussi cette population-là. Donc, c'est pas toujours simple, mais n'empêche qu'il faut quand même adapter votre stratégie à chaque enseigne, de façon à ce qu'au global, vous répondiez aux besoins de chaque collaborateur en magasin en matière de sûreté, ce qui est normal. Votre seconde mission, c'est la gestion des risques. C'est ce qui a sans doute... alors là, chez Monoprix, c'est ce qui m'a vraiment passionné, et ce qui me passionne encore aujourd'hui, c'est qu'effectivement, de toute manière, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et donc, cette capacité à analyser le risque, premièrement, de façon objective, donc au-delà de toute émotion, d'être capable, au-delà de ça, de traduire ça en termes simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui ce risque pour l'entreprise, quelles sont les conséquences qu'il peut avoir, et où est-ce que j'accepte, jusqu'où j'accepte d'aller. C'est-à-dire trouver ses limites. Alors déjà, c'est les limites personnelles, en termes de responsabilité pénale, évidemment, mais aussi au-delà de la responsabilité pénale, c'est quoi la limite pour l'entreprise? Jusqu'où on va? Et ça, ça s'acquiert avec le temps. Et c'est important aussi de le partager. C'est-à-dire que ce risque-là, il est passionnant, à condition qu'il soit partagé et qu'on soit aligné avec son encadrement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien dans cette enseigne, c'est qu'effectivement, on est parfaitement aligné sur ce qu'est le risque et jusqu'où on va pour gérer ce risque, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ça, quand vous êtes clair dans votre tête, ça fait que vous vivez bien ce risque et que ça devient passionnant. La dernière tâche, c'est la coordination interne et externe. Outre, vous en avez parlé tout à l'heure, le fait de rester au contact et en échange avec les associations professionnelles, dont l'Agora des directeurs de la sécurité, c'est aussi assurer les relations avec les autorités. Donc là, on est sur le lien avec la police, la gendarmerie, j'imagine, peut-être aussi en province, la justice. Ça, c'est aussi un point important de votre job. Alors, c'est effectivement... Et passionnant, j'imagine. Alors, oui, effectivement. Alors,
lorsque vous gérez la France en entier, effectivement, c'est capital d'avoir ce lien-là. Alors, il se trouve qu'on a des directeurs de magasins qui sont extrêmement bien implantés dans chaque ville, hein, donc ils ont cette capacité à aller voir les autorités, mais c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir un certain nombre de zones où les choses sont complexes, où la communication ne s'est pas faite naturellement, et à ce moment-là, effectivement, mes équipes interviennent pour créer de la proximité. Alors, bien sûr parfois, on utilise notre secrétariat général pour créer le lien, parce que c'est aussi leur rôle, hein, de créer le lien avec les institutions, mais c'est aussi nos propres relations. C'est aussi tout le lien qu'on peut avoir avec des institutions autour du renseignement, notamment tout ce qui est proximité, les renseignements généraux, anciennement, pardon, mais c'est comme ça. Donc voilà, qui vous permettent d'avoir de l'information, de partager de l'information, à nouveau, hein, puisque tout ça n'est qu'un risque, d'affiner votre information pour au final avoir un schéma à peu près clair de ce qui est devant vous. Je dis bien à peu près clair, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc ça, et donc c'est parce que vous avez ces contacts qu'effectivement vous allez pouvoir faire avancer les situations. On en parlait au début de votre parcours. Vous n'êtes pas issu de la sécurité publique, la police, l'armée. Quels atouts, justement, pensez-vous que des profils comme le vôtre, issus du circuit purement privé, apportent à cet univers? Alors, c'est une bonne connaissance de ce que sont les problématiques des gens en magasin. C'est-à-dire que des gens en magasin, et je dirais du public aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a des clients exactement qui vivent aussi cette insécurité. C'est-à-dire que effectivement, un parking pas éclairé, vous avez la sécurité, vous avez le sentiment d'insécurité. Vous avez les deux. Et c'est toujours cette dualité entre la technicité et la perception que les gens en ont, qu'ils soient clients ou qu'ils soient collaborateurs, qui est vraiment intéressant. Alors, très rapidement, en quelques mots, parce que vos activités professionnelles, j'imagine, vous demandent beaucoup de temps. Vous en parliez tout à l'heure. Votre déconnexion, dès que possible, direction le Pays Basque. C'est ça. Et si c'est en plus avec ma famille et mon chien, c'est top. C'est encore mieux. C'est où au Pays Basque? À Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Vous jouez au golf? Alors non. Alors j'ai joué, mais alors vraiment, à un moment donné, j'ai arrêté. C'était trop dramatique. Soyons clairs. Alors cette saison, vous le savez maintenant, on termine avec le célèbre questionnaire de pivot à la sauce Alexandre Carré qui nous permet de vous découvrir différemment. Votre mot préféré? Bienveillance. Votre chanson préférée? L'envie de Johnny. Votre plat favori? Tout simplement. Un plat basque? Non, une côte de bœuf. Juron, gros mot ou blasphème favori? Je veux pas de classique, merde. Cambronne. Un homme ou une femme pour illustrer un billet de banque? Le général Leclerc. Je dis bien général, puisqu'à l'époque, je le vois dans sa vareuse avec ses lunettes et son képi, voilà. Je l'imagine comme ça. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? David Bowie. Votre livre de chevet? Alors, il y en a beaucoup. Fortune de France, Robert Merle. Le film dans lequel vous auriez rêvé jouer? Les Tontons Flingueurs. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? C'était pas parfait, mais tu as quand même fait un joli bout de chemin. Merci, Aymar. C'est avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite en attendant. Prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.